J'utilise quand même une technique qui se base sur la fluorescence pour regarder des microbes qui sont peu fluorescents et peu actifs, donc encore moins fluorescents, dans des sédiments qui sont très autofluorescents. Peut-être pas fait le bon choix. Bonjour, aujourd'hui c'est la troisième partie sur les fiches, toujours rien à voir avec les poissons. Et là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est à quoi ça peut servir la fiche. Parce que je vous bassine avec ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des applications concrètes? Alors vous vous doutez bien que si je passe mon temps à dire que c'est bien, c'est qu'il y en a. Par exemple, on va passer rapidement là-dessus, parce que c'est pas notre sujet. Dans l'étude de pathogènes, ça peut être très utile. Ça permet d'identifier justement la présence de ces pathogènes dans un échantillon. Ça permet également de faire de l'analyse de communauté. En effet, vous avez 3 outils qui sont vraiment très intéressants dans ce cas-là. La PCR, qui permet d'identifier un gène spécifique et de voir si bien, ce gène est présent ou non, mais on n'a pas d'image, on a juste des données. On a le séquençage, qui lui permet de voir l'entièreté d'une communauté en se basant sur un gène. On peut même pousser ça beaucoup plus loin en faisant de la métagénomique. Mais pareil, on a juste un tableau de données, on a des pourcentages, on n'a pas d'observation visuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir comment ces micro-organismes sont ensemble. Et c'est justement le point fondamental de la fiche. Ça permet de voir qui est là et de voir comment ils interagissent. Je vous ai déjà parlé de l'épisode 1 de l'agrégat de micro-organismes qui a été observé par Bettius et collègues. C'est ce genre de choses que l'on veut voir en fiche. C'est plusieurs micro-organismes de différentes classes, voire même de différents domaines, comme vous pouvez le voir ici, avec des bactéries et des archées. Et c'est ce genre de choses que l'on espère. On peut également voir comment les micro-organismes évoluent à la surface des sédiments. S'il y a des agglomérats autour de tel ou tel minéraux, ou si au contraire ils vont fuir ces minéraux. Et enfin, une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en recherche, on aime bien faire de jolies photos et de jolis articles. On aime bien se la péter. Alors pourquoi on aime bien se la péter? Déjà 1, parce que ça fait toujours plaisir à l'ego, mais 2, c'est parce que quand vous faites un bel article avec de jolies photos, ce bel article il est cité plein de fois, il est partagé, et il vous permet d'être un peu plus connu en recherche. Ça me fait penser à quelque chose, le fait de partager des choses, d'être plus connu, plus on partage... Marrant, j'arrive pas à mettre le doigt dessus pourtant. Et justement, ce partage de votre article, ça contribue lorsque vous écrivez bien un rapport pour avoir des fonds pour vos recherches, ça contribue à voir à quel point vos travaux ont été importants pour la recherche, à quel point vous êtes quelqu'un de fiable qui ne va pas justement demander de l'argent et se tirer avec la caisse. Je vise absolument personne. Et puis bon, c'est quand même plutôt sympa de passer plusieurs heures dans un labo, plusieurs heures lors de l'observation, et de se rendre compte que c'est plutôt joli. Alors oui, j'ai dit plusieurs heures parce que moi par exemple, je fais des sessions de 5 ou 6 heures dans une pièce sombre avec comme seule lumière le laser du microscope et l'écran de l'ordinateur. Ce qui fait que des fois, quand j'ai un collègue qui vient me voir au bout de 4 heures pour voir si je suis toujours vivant, ça donne un peu cette impression. Alors comme je vous l'ai dit, la fiche c'est quand même une technique qui présente quelques petits inconvénients. C'est pas si simple. Ou plutôt quelques challenges, rien d'insurmontable. Alors en effet, il est considéré que la fiche est quelque chose d'un peu difficile à mettre en place parce qu'il faut former les gens à ça. Et c'est vrai que autant quand vous avez bien en main la technique, ça devient très facile de l'automatiser et de vous organiser en conséquence, autant c'est vrai qu'au début, c'est un peu délicat. Vous avez besoin d'un peu de temps pour vous y faire, de voir ce qui peut marcher ou pas, et surtout de voir la différence entre la théorie et la pratique. Mais oui, c'est clair. De plus, je l'ai un peu mentionné avant, mais n'oubliez pas que chaque sonde peut avoir des spécificités, que ce soit en termes de température ou en termes de formamide. Et quand vous vous retrouvez à faire du multiplexage avec différentes sondes qui ont un degré de formamide différent, ça peut devenir rapidement compliqué. Est-ce que vous faites plusieurs bains au risque de laver vos cellules, ou est-ce qu'au contraire vous faites un bain général avec une concentration de formamide qui va venir entre vos 2 sondes, ou vos 3, 4, 5, 10 sondes. 10 sondes. Vous allez voir que l'épisode d'après, on va détailler beaucoup de sondes. Restez, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, on s'éclate.
on colorie des bactéries. Un des plus gros problèmes de la fiche, c'est que pour observer vos microbes, vous devez savoir la séquence de vos microbes. C'est-à-dire que pour observer quelque chose, vous devez plus ou moins déjà le connaître. Sauf que dans de nombreux cas, vous ne connaissez pas ce que vous voulez voir. Vous devez donc designer vous-même votre sonde. Soit vous vous appuyez sur des bases de données qui ont été faites avant, ou des gens très sympathiques et très talentueux ont fait des analyses de séquençage et vous permettent de dire « Ah bah tiens, je vais regarder ce gène, et avec un peu de bol, mon micro-organisme est dans ce paquet. » Et vous devez éditer vous-même la sonde. Et ça, c'est un processus, comme je l'ai dit, qui est très long. Dans l'épisode d'après, on va voir justement comment essayer de remédier à ça. De plus, la fiche, ça peut s'avérer rapidement coûteux. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Si vous faites de la fiche normale, la plus basique, vous allez avoir des prix des sondes qui sont à 20-25 euros la sonde, ce qui est déjà quand même quelque chose d'assez important. Mais vous pouvez avoir des techniques qui vous demandent pour les mêmes sondes des prix à 250 euros. La recherche, c'est cher, faudrait penser à la financer, avec les impôts, plutôt que de les détourner. Pardonnez cet écart de gauche. Ce qui peut être intéressant en fiche, ce serait par exemple de réduire également des choses comme le temps d'hybridation. En effet, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et il y a certaines techniques qui essayent de limiter ce temps d'hybridation. J'en ai une en tête, mais ça ce sera un épisode à part. Lorsqu'on fait une sonde, ça veut dire lorsque l'on l'édite de A à Z, c'est-à-dire on prend une séquence, on la transforme en sonde, ça veut pas dire que ça va marcher, il faut donc un contrôle positif pour ça. Et là, les ennuis commencent. Parce que, je vous l'ai dit déjà dans plusieurs épisodes, mais la majorité des micro-organismes ne sont pas cultivés. Quand je dis la majorité, je parle de 99%. Quand je dis la majorité, je dis donc la grande majorité. Ce qui est un peu gênant pour avoir un contrôle positif, qui doit être un micro-organisme où la sonde va marcher dans tous les cas. Et donc pour ça, il y a différentes techniques qui ont été mises en place, comme la clone fiche. Mais pareil, là aussi, vous voyez, on a déjà une petite épreuve à surmonter, encore. Et enfin, on a l'environnement dans lequel on travaille. Parce que je pense l'avoir subtilement dit, mais les sédiments, c'est un environnement complexe. Ah oui, vous avez de l'autofluorescence, qui va donc masquer votre signal. Vous avez également quelque chose que j'ai peu cité, qui sont les acides humiques, qui vont eux séquestrer vos sondes. C'est-à-dire qu'en plus d'une autofluorescence, vous allez avoir un faux positif. Des sondes qui vont être accrochées par de l'acide humique alors qu'il n'y a rien à accrocher. À la boulette. Dans l'épisode 1 de la fiche, je vous ai également dit que une cellule active aura beaucoup de copies d'ARNR 16S. Mais dans les sédiments, les cellules sont peu actives. Et des fois, elles sont même peu nombreuses. Donc on a moins de fluorescence par cellule et on a moins de cellules pour être fluorescentes. Donc vous voyez déjà la différence entre la théorie, où il s'agit juste de prendre un échantillon, de le mettre un peu n'importe où, de l'hybrider et de l'observer, et la pratique, où vous pouvez avoir énormément de facteurs qui varient. J'aurais besoin de timbre, s'il vous plaît. On est fermé. Non, pas ces facteurs-là. Enfin, un autre cas d'école, ce sont les biofilms. Les biofilms, eux aussi, sont autofluorescents, mais en plus, ils empêchent la pénétration des sondes. C'est même le rôle d'un biofilm. C'est ce qui résulte d'un développement de bactéries qui vont se mettre à produire une espèce de gel qui va les protéger et qui va en même temps capturer toute la bouffe qui traîne. Et les sondes, elles vont être retenues par ce biofilm. Elles ne vont pas s'hybrider dans les cellules à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un joli petit rond bien net, vous allez avoir une espèce de pâté dégueulasse. Mais vous l'avez vu, l'histoire de la fiche a quand même comme conclusion que on avance et on progresse. On est parti de quelque chose de radioactif et un peu bancal à quelque chose de beaucoup plus net. Il y a, tous les ans, tous les 2 ans, une nouvelle technique de fiche à tester. Par exemple, il y a la card fiche, qui se base sur une réaction enzymatique. Il y a également la HCR fiche, qui elle se base sur une réaction en chaîne. On a évidemment beaucoup d'autres méthodes de fiche, qui elles utilisent d'autres techniques comme la halofiche. Bien sûr que j'allais faire cette blague. On a également une question de multiplexer ses expériences, c'est-à-dire qu'on peut passer de utiliser quelques sondes pour voir quelques micro-organismes à utiliser assez de sondes pour analyser 10 000 gènes. Je vous cache pas que mon avis personnel là-dessus, c'est que ça commence à flexer sérieux en fiche. Mais vous voyez qu'il y a toujours un peu de progrès qui sont faits en fiche, et je suis quasiment sûr que dans 10 ans, cet épisode pourra être corrigé par d'autres techniques de fiche. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle des techniques de fiche, parce que pour le moment, je ne vous ai fait que de la théorie. Maintenant, il faudrait voir un peu la pratique. La
fiche, c'est une technique très polyvalente qui obéit aux besoins et aux questions qu'on se pose. Mais comme toute technique, elle a ses inconvénients et ses défauts. Elle peut être longue, elle peut être compliquée, frustrante et elle a besoin d'adaptation selon vos sédiments, ou plutôt votre échantillon. Je fais une fixette sur les sédiments, c'est là où je travaille. Néanmoins, c'est une très bonne technique qui a fait ses preuves, qui permet justement d'avoir plusieurs atouts dans sa manche, et qui permet de voir des choses que d'autres techniques ne permettent pas. Et ça permet quand même de faire de jolies photos. Et les jolies photos, c'est quand même très joli. Donc voilà, c'était le dernier épisode sur la fiche. Ou pas. Parce qu'il y a un 4e épisode qui arrive, où on va voir différentes méthodes de fiches. Je reviendrai. J'espère que cette série vous plaît, moi ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à partager l'épisode, à vous abonner, à commenter, à liker, ça fait vivre la chaîne, ça la fait grossir, et moi ça me fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.